chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et tout d'abord, tous mes vœux de sainte et heureuse année 2025. Au programme aujourd'hui, 2 séquences. D'abord par Skype, nous recevrons l'abbé Hervé Benoît qui vient de publier une petite plaquette sur maladies et handicap du Moyen-Âge au XXe siècle, une petite plaquette qui remet un peu à sa place la légende noire du Moyen-Âge et la légende dorée de la modernité. Et ensuite, nous aurons ici une artiste suisse qui s'appelle Nicole Coppé et qui publie des contes de Noël, et notamment les met en musique. Voilà, nous allons parler de contes de Noël après. Eh bien, retour sur le plateau de Terre d'émission et j'ai le plaisir d'accueillir par Skype le cher abbé Hervé Benoît. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, cher Guillaume, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Alors, chers amis téléspectateurs, excusez les peut-être indiscrètes connivences que vous verrez avec mon invité. Il se trouve que nous avons fait beaucoup de choses pendables avec l'abbé Benoît. Mais j'espère que ça ne se verra pas trop à l'antenne. En revanche, aujourd'hui, je le reçois pour quelque chose de tout à fait sérieux, parce qu'il vient de publier aux presses de la délivrance, dans lesquelles je ne suis pas complètement étranger, je dois dire, une petite plaquette qui est un bijou de subversion qui s'appelle « Maladies et handicap du Moyen-Âge au XXe ou XXIe siècle », je ne sais plus. 20e siècle. 20e siècle. C'est l'histoire. Donc c'est une petite plaquette qui tombe à point nommé avant le débat sur l'euthanasie en particulier. Mais peut-être, monsieur l'abbé, vous pourriez expliquer comment cette plaquette est née, parce que la genèse elle-même est très intéressante, je trouve. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ni faire comment vous appelez ça en français, du name dropping. Mais voilà, il se trouve que dans une conversation avec un de mes neveux, un jeune homme tout à fait sympathique de la nouvelle génération, nous nous sommes accrochés parce qu'il défendait l'idée que le Moyen-Âge avait maltraité, pour ne pas dire plus, les personnes handicapées. Voilà. La chose m'a étonné. D'abord parce que j'ai pensé que je n'étais pas très au courant, puis en creusant, etc., je me suis retrouvé de la position du questionneur à la position de l'accusé, et qui m'a obligé à creuser le dossier et à faire un certain nombre de constatations que j'ai voulu transmettre à d'autres. Ce qui m'a frappé surtout, c'est l'inculture, et une inculture assumée d'une certaine génération, même avec la meilleure volonté du monde. Oui. Et alors, ce que donne la plaquette, en tout cas pour le lecteur qui n'était pas concerné par la discussion de départ, mais ce qui saute aux yeux, c'est qu'en fait, il y a quasiment une inversion. C'est-à-dire qu'on a l'impression, dans l'air du temps, le Moyen-Âge est obscurantiste et antiphobe, comme on dit aujourd'hui. Et de l'autre côté, le XXe siècle, le XXIe siècle, la modernité, en revanche, serait extraordinairement tolérante, inclusive, etc. Or, c'est quasiment l'inverse que vous présentez, et c'est assez fascinant, parce que, évidemment, le XXe siècle, c'est aussi le siècle de l'eugénisme. Voilà, à partir du moment où on commence à savoir d'où viennent les maladies, les handicaps, etc., on est capable d'éliminer les maladies, mais aussi les malades. Eh bien, c'est effectivement le constat auquel je parviens et que je voudrais partager avec mes lecteurs. C'est qu'en effet, il y a une légende noire du Moyen-Âge qui est une légende au sens où aucun élément, aucune source, aucun document, rien ne nous permet d'affirmer en aucune façon que de manière systémique, pour parler comme aujourd'hui, on a voulu du mal aux personnes handicapées. Jamais, nulle part, aucun élément. Et de fait, par contre, effectivement, c'est répandu partout, dans chez les demi-savants, demi-lettrés et autres. Voilà. Et en effet, à chaque fois, le diptyque est présenté, époque noire affreuse qui maltraite les personnes handicapées, les faibles et les malades, et évidemment, arrivée des Lumières et changement de paradigme, et bien sûr, et blablabla, et blablabla. Et voilà. Et donc, je me suis permis de faire une petite galerie, en particulier donc pour la période effectivement noire, c'est-à-dire à partir de la modernité et des Lumières, de montrer avec un certain nombre, alors pas d'autres ont fait les généalogies intellectuelles,
hein, vous le savez bien vous-même. Par contre, j'ai voulu montrer quelques figures, quelques personnages particulièrement marquants dans cette histoire. Alors, allez-y, donnez quelques exemples, parce que je trouve que ça fait partie quand même des intérêts de cette plaquette, c'est que vous désignez des personnes qui ne sont pas forcément très connues, on a croisé les noms, mais on ne sait pas très bien ce que ces gens-là ont fait, et je trouve que c'est très intéressant d'avoir un petit paragraphe pour les présenter, ou une petite page pour les présenter. Alors, par exemple, la fondatrice du planning familial, une américaine. J'espérais bien que vous commenceriez par elle, qui est quand même ma préférée. En fait, si vous voulez, c'est la ficelle de la plotte, j'ai tiré sur elle et tout est venu, si vous voulez. Absolument. Or, on constate que cette personne donc, a commencé à répandre les théories du planning familial dans les années 1920 aux États-Unis pour apprendre aux pauvres à avoir moins d'enfants et donc moins de misère, et donc, etc., etc. Et que cette dame, eh bien, comme par hasard, elle a inspiré un certain nombre d'intellectuels et d'écrivains et d'activistes nazis. Elle a eu porte ouverte au Ku Klux Klan, chez les bonnes dames américaines de la petite bourgeoisie raciste, qui voulaient se débarrasser pas seulement des Afro-Américains, mais aussi des Irlandais et de tous ces affreux catholiques. Les lapins, comme ils disaient, les lapins. Voilà, qui se reproduisaient comme des lapins, qui engendraient la misère et le crime. Nous y trouvons Romain Rolland, nous y trouvons Aldous Huxley et son frère, et c'est vous, je tiens à vous rendre hommage, qui m'avez orienté vers cette petite plaquette encore disponible sur le site de l'UNESCO, où le frère d'Aldous Huxley, Julian Huxley, je crois que c'est ça. C'est ça, oui, tout à fait. Julian Huxley. Premier directeur de l'UNESCO. Premier directeur de l'UNESCO, fondateur en quelque sorte de l'UNESCO, nous explique qu'il faut débarrasser la planète des gens en mauvaise santé, des faibles et des handicapés. Et c'est toujours sur le site de l'UNESCO, disponible aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Absolument. Et avec un objectif, il dit en toutes lettres que l'UNESCO doit travailler à un eugénisme non coercitif comme celui des nazis, mais un eugénisme libéral, donc l'extermination avec le sourire. C'est ça, nous allons vous exterminer par humanisme, pour vous débarrasser des lourdes peines de santé et de difficultés qui pèsent sur vos épaules. Et nous allons vous en libérer pour votre bien et aussi pour le bien de la société, naturellement. C'est la mort miséricordieuse dont parlait le programme T4 des nazis. Eh bien, c'est au fond... Il y a eu une petite interruption parce que l'horreur de ce que les nazis avaient provoqué a été telle que pendant un certain temps, les gens ont retrouvé leurs esprits. Et très vite, la conjonction de l'idéologie, de l'intérêt de Big Pharma et des grands milliardaires... Philanthrope, voilà. Vous n'arrivez pas à dire le mot, je sais bien, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que quand on pense à eux, c'est terrible. Et alors, il y a une généalogie familiale tout à fait clairement établie, qui est celle de la famille Gates. Oui, bien sûr. Voilà, dites-en un petit mot, peut-être que ça vaut la peine quand même d'en dire un mot. En fait, cette famille, cette famille, avec ses différentes générations, fort de sa richesse gigantesque, favorise depuis des décennies des ONG, des sociétés de pensée, etc., de la recherche dite scientifique en faveur de l'eugénisme. Et de la diminution volontaire de la population sur la Terre. C'est ça, oui, c'est ce que j'allais ajouter. Il y a aussi la stérilisation forcée et non volontaire. Enfin, c'est la stérilisation par certains vaccins qui a des conséquences évidentes notamment en Afrique. Absolument, mais pas seulement. Et donc, ce qu'il faut rappeler aussi, que je ne fais que répéter, je suis qu'un répétiteur et un vulgarisateur en ce domaine, c'est que les lois eugénistes volontaristes avec stérilisation des personnes handicapées, les premières lois ont été votées aux États-Unis dans les années 1910. Absolument. Voilà. Absolument. Et alors, je voudrais lâcher un autre nom, parce qu'il est l'objet en France d'une vénération absolument incroyable. Winston Churchill, lui aussi, est un eugéniste convaincu et qui a fait voter
avec l'appui moral de l'Église d'Angleterre, entre parenthèses, une loi pour la stérilisation des personnes handicapées, pareil dans les années 20. D'accord. Voilà, donc il y a là quelque chose de terrible et qui montre à quel point cette mentalité est présente dans le corps scientifique des pays anglo-saxons, de l'Allemagne et aussi de la France à partir du 19e siècle. Les médecins qui ne sont pas eugénistes sont de rares exceptions. En général, ils sont catholiques. Et pour une petite minorité d'entre eux, ils sont également communistes. Ah, intéressant. Soviétiques. Oui, l'Union soviétique est assez opposée à l'eugénisme. Absolument. Globalement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Labbé. Donc, je rappelle, maladie et handicap du Moyen-Âge au XXe siècle, aux Presses de la Délivrance. C'est une petite plaquette qui vraiment mérite d'être diffusée. Encore une fois, spécialement à la veille d'un débat parlementaire sur l'euthanasie, où personne ne veut voir le rapprochement avec les fameuses heures les plus sombres, etc. Il n'empêche que beaucoup de principes aujourd'hui diffusés sous les espèces de l'humanisme étaient diffusés dans les années 30 en Allemagne sous les espèces de l'humanisme également. Donc il faut peut-être... D'ailleurs, la seule nouveauté des nazis en matière d'euthanasie, c'est d'avoir imaginé l'euthanasie miséricordieuse. L'euthanasie existait avant, l'eugénisme existait avant. Les nazis ont rajouté le marketing, si je puis dire. En quelque sorte, et puis surtout, leur livre de chevet était une littérature anglo-saxonne globalement américaine. Absolument. C'était leur livre. Ils l'ont reconnu, ils l'ont assumé complètement, oui, bien sûr. Ils l'ont assumé complètement. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Nicole Copé. Bonjour Nicole. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes une artiste avec beaucoup de casquettes, si je puis dire. Moi, j'en parle avec d'autant plus de révérence que je suis absolument incapable de toute compétence artistique. Mais donc vous êtes musicienne, vous travaillez dans la danse, et en l'occurrence, la raison pour laquelle je vous reçois, c'est que vous avez écrit un certain nombre de contes de Noël, illustrés par ailleurs. Je ne crois pas que ce soit vous qui les ayez illustrés, mais donc ils sont en tout cas magnifiquement illustrés. Donc des contes de Noël, j'allais dire, pardon de le dire comme ça, mais est-ce que c'est pas un peu enfantin les contes de Noël ? Eh bien justement, peut-être sans prétention aucune, mon souhait est vraiment que les contes s'adressent à toutes les générations. D'accord. Alors la conception est la suivante, ça veut dire que le texte est relié avec la musique, avec un répertoire vraiment choisi avec soin, je dirais autour des chansons traditionnelles de Noël. D'accord. Donc la vision est aussi de tourner autour de la chanson, de façon à aboutir vers la chanson. Et la chanson est codée à la fin et on peut la chanter en famille. Et là, j'insiste beaucoup justement sur les familles, les générations. D'accord. Alors justement, pour vous, Noël, c'est quoi ? C'est d'abord la famille ? C'est d'abord l'accueil du Fils de Dieu ? C'est d'abord les cadeaux ? C'est quoi Noël ? Alors Noël, pour moi, c'est la nativité. Et de nos jours, justement, quand on pose la question aux enfants, en tout cas chez nous en Suisse, il y a de temps en temps un mot qui revient, c'est Jésus, peut-être Marie, Joseph, heureusement. Mais visiblement, ça devient de plus en plus un souffle. Et donc, c'est important. Ils sont quasiment indésirables à Noël. Disons, en tout cas, pour moi, stratégiquement, je me dis, il faut faire chanter entre le bœuf et l'agneau gris. Évidemment. Parce que là, on a tout. Évidemment. On a déjà la chanson et on a aussi les paroles. Donc, si vous voulez, les contes s'articulent autour de cette vision, à savoir, on a le texte qui nous mène à la chanson traditionnelle. Et donc, c'est un peu l'idée de Saint François d'Assise quand il a lancé la crèche, entre guillemets. C'est l'idée de mettre à disposition des enfants et des grands l'image et à partir de l'image, de venir à la réalité spirituelle qui va derrière. Quoi. Ah, absolument, absolument. Donc ça veut dire, par exemple, si je parle de l'écureuil, pour citer, des bois de Narguillas, c'est un petit écureuil qui a une voix enrouée, mais malgré tout, il veut chanter. Donc il nous montre qu'il a de la volonté, donc des vertus, de la sagesse. Et à travers cette volonté, il montre qu'il peut aller toujours plus loin, donc vers des dimensions spirituelles. Et donc l'enfant qui lit ça, il se dit,
mais finalement, il pourrait arrêter, il est à nouveau enroué. Mais non, il insiste, il a de la volonté. Et à travers le conte, en définitive, on peut développer beaucoup de vertus. C'est ça. Et ça, c'est important. Ouais, Voilà. c'est ça. Les contes, d'ailleurs, traditionnellement, les contes, c'était fait pour, j'allais dire, transmettre la grammaire de la vie humaine, et donc la prudence, donc il faut faire attention aux méchants loups, mais il faut aussi savoir que la grand-mère vous protège du méchant loup, il faut aussi ce genre de choses. La grammaire de la vie humaine, en quelque sorte. Oui, et les vertus sont la grammaire de la vie humaine. Ah oui, absolument. Et l'idée, automatiquement, alors nous pousse à réfléchir au fait de porter plus loin ces dimensions. Un enfant, il lit le petit écureuil, mais il est automatiquement porté vers des dimensions spirituelles. C'est un peu ça, mon idée, quoi. D'accord. Et alors, comment est-ce que vous les écrivez, ces contes? Vous partez de contes qui existent déjà et vous les adaptez au monde moderne? Comment ça se passe? Mais en réalité, je vais vous dire sincèrement, moi, je ne sais pas. Je prends mon crayon et j'ai l'impression d'être inspirée. C'est très difficile d'expliquer ça parce que c'est un phénomène assez intense et assez profond en moi. Et des fois, quand je relis ça, je me dis, tiens, c'est ça qui a pu surgir. Mais c'est spontané. Et en définitive, c'est que je me mets aussi dans la dimension du monde enfantin, mais tout en pensant à l'impact global que cela peut avoir. D'accord. Et donc, votre idée, c'est un peu le conte à la veillée dans les chaumières, en quelque sorte. Oui, on pourrait dire ça. D'autre part, si on regarde le format du livre, c'est un livre horizontal, donc on pourrait très bien se dire le petit-fils se met à côté ou la petite-fille se met à côté et on tourne une page après l'autre, il voit l'illustration et on lit. Et il écoute. Voilà. Et là, c'est pour parcourir le livre. Mais si c'est pas possible, à ce moment-là, il y a aussi le codage à la fin qui permet d'entendre le conte et que l'enfant reçoive cette histoire dite par l'auteur avec l'expression. Je trouve que c'est quand même aussi un plus dosé. Et alors, comment est-ce que ça se passe, justement, cette partie son, si je puis dire? C'est quoi? C'est un QR code qui renvoie vers vous lisant votre propre conte? Voilà. D'une part, le conte, on peut l'entendre par l'auteur dit, parce que je trouvais important, justement, d'exprimer, Marjolin en dit, je commence en disant, au lieu de dire il était une fois, je dis il avait une fois. Ouais, c'est ça. Et foi, FOI, et pas FOIS. Voilà, c'est ça. La première lecture me dit ça commence bien, une faute d'orthographe tout de suite. Voilà. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'on est tellement surpris par rapport à ça, et en définitive, je trouve bien de parler de la foi. Bien sûr. Foi, réellement. Et donc, en rapport avec ça, comme j'expliquais tout à l'heure, depuis le début, on sent qu'on a posé des bases. Les bases, c'est la foi, le cœur et puis le corps. Et à travers ces trois mots, finalement, ça circule autour de la chanson. Ça circule. Et on peut entendre aussi la chanson par le QR code. Il a été enregistré par mes deux enfants, Domitille et Timothée, qui sont violoncellistes et violonistes. D'accord. Voilà, c'est un tout. D'accord. Et donc, il joue la musique et vous la chantez? Comment ça se passe entre vous? Ils le jouent ensemble, violon et violoncelle, en mettant des voix différentes. Et on est reporté au fond du livre aussi avec la partition. Comme ça, on peut chanter, on a les paroles. Et vous voyez, par exemple, pour Marjolin, moi, j'ai osé mettre Adeste Fideles. Pourquoi? J'ai vu ça m'a amusé. Justement, c'est venez et adorez. Et adorez, exactement. Et adorez. Venez voir le Fils de Dieu. J'ai pensé au latin d'une part parce que les sonorités sont solennelles, elles sont belles, elles sonnent bien. Il faut donner de quoi nourrir les enfants. D'une part ça, et puis de nos jours, il y a tellement facilement j'aime pas. J'adore. Gloup. Alors moi, je me suis dit, il faut vraiment revenir au sens premier de l'adoration. Et Noël, c'est ça. Voilà, les bergers y vont, les mages y vont. Donc toutes les strates de la société vont adorer. Voilà, c'est ça. Et vous voyez qu'à travers un simple conte comme ça, on pourra dire, il s'adresse peut-être aux enfants, oui, certes, mais les grands-parents peuvent expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et pour eux, ça va être... Ils peuvent enseigner à cette occasion-là. Aller rechercher des choses qu'ils ont entendues par leurs grands-parents. Donc il y a aussi une stratégie. Je trouve qu'il faut oser fronder de nos jours dans cette société. Bien sûr. Puis la transmission est l'acte le plus subversif qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Absolument. Ça, je trouve que c'est important parce que si on donne rien aux enfants, qu'est-ce qui va se passer? Je dis toujours, si on donne que des frites, ils vont manger que des frites. Frites et bonbons, ça va bien. Mais si on commence un petit peu à aiguiser les goûts, et puis on va développer des perceptions, des sensibilités. À ce moment-là, on va aussi dans le sens de l'écoute, du silence intérieur, et donc de la vie intérieure et de
la vie spirituelle. Bien sûr. Et éventuellement de l'ascèse qui prépare aux vertus aussi. Enfin, Mais voilà. Alors l'idée, c'est vraiment de communiquer à travers un visuel, un auditif, mais toujours en se disant, ben voilà, on peut partager un moment entre générations. Donc en soi, pour moi, c'est pas un conte d'enfant. D'ailleurs, je fais pas le ding-ding chaque fois qu'on doit tourner la page, si vous voulez, parce que c'est fait pour être lu par les grands-parents aux enfants, aux petits-enfants. Ouais, aussi, exactement. Alors, moi j'en ai 3, mais vous en avez peut-être d'autres. Marjolin et le secret de Noël, Sur la rivière dorée, oui. Et l'écureuil des bois de Nargila. Exactement. En fait, vous écrivez comme ça, j'allais dire au kilomètre, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est quand même un peu impressionnant. 3 contes de Noël pour une seule fête de Noël, c'est beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup. Mais ce que je me suis dit, ça fait 3 ans en arrière que j'avais débuté avec le petit sapin. Il y avait Il est né le divin enfant. Et puis après, j'ai fait La lumière de Noël avec dans une étable obscure. Je trouvais très important justement aussi parce qu'il y avait 4 voix. On entend le soprano, l'alto, le ténor, la basse. C'est l'unité, c'est l'harmonie. Vous voyez, toute cette vision maintenant, c'est important. Et donc, pour répondre à votre question directement, c'est que je me suis dit peut-être l'année prochaine, je ne peux pas faire autant. Donc maintenant, il faut le faire. Et ça veut dire qu'actuellement, dans le fond, j'ai 5 livres comme ça qui sont dans les réseaux. Et mon idée n'est pas du tout commerciale. Alors ça, je le dis vraiment, c'est une idée philosophique, spirituelle et à laquelle je tiens énormément. De transmission. Oui. En tout cas, bravo, c'est tout à fait touchant et je trouve que c'est fondamental que Noël reste qu'on garde l'esprit d'enfance à Noël parce que y compris les grands-parents, y compris les parents, qu'on garde l'esprit d'enfance parce que à Noël on reçoit un petit enfant qui est à la fois notre créateur en même temps, mais qui n'empêche se présente à nous comme un enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas parler. Un enfant, c'est quand même celui qui n'a pas de voix. Enfin, il a de la voix parce qu'il peut pleurer, mais il n'a pas de voix pour parler. Et donc, on a besoin de cette musique, on a besoin de ce qui est inarticulé, en quelque sorte, autour de lui. Et les contes de Noël, pour moi, c'est vraiment cet esprit, les contes de Noël, les chansons de Noël, c'est ce qui nous met dans l'ambiance, en quelque sorte. Et l'ambiance est presque aussi important que le texte lui-même. Oui, j'aimerais peut-être juste rajouter quelque chose qui m'était vraiment très important de faire, c'est dans le conte Sur la rivière dorée. J'ai déclamé, je suis arrivée au centre du récit avec un immense crescendo, un immense bruit. C'est le brouhaha du monde entier actuellement, où on entend des basses surdimensionnées qui nous empêchent toute relation avec nous-mêmes, avec notre cœur, notre âme. J'ai voulu vraiment couper et arriver au silence total pour ramener vraiment à la vie intérieure. Et à partir de là, tout d'un coup, tout s'est unifié, autant l'Orient que l'Occident. Je pense que le silence est une réponse de nos jours à tout ce bruit, parce que cet harcèlement en permanence, comme ça, c'est une pollution sonore dont on ne se rend même plus compte. C'est ce que dit Bernanos, on ne comprend rien à la vie moderne si on ne comprend pas que c'est d'abord un complot contre la vie intérieure. Oui, c'est vraiment ça. Et Noël, c'est le moment où, justement, il faut couper. Alors que l'ambiance générale, c'est acheter. C'est... Non, silence. Et bien voilà. Alors pour moi, ça m'était super important. Tout le monde me dit, mais t'es toyé, quoi. Tout d'un coup, ça va fasciner un gamin d'arriver sur le silence comme ça. Et oui. Tout le monde aime le silence. Bien sûr. Parce que vous savez, quand je gère un groupe d'enfants comme ça, tout d'un coup, ça change complètement l'atmosphère. Et c'est comme ça que je crois qu'il faut surprendre justement sur le fait de réussir à transmettre et d'être dans l'éducation. Merci beaucoup. Donc 3 contes de Noël, mais il y en a d'autres. Donc Nicole Copé, vraiment une très belle réussite. Merci Nicole. Merci infiniment. Eh bien, ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.